Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 4 décembre 2020. Au sommaire ce soir, on a souvent coutume d'évoquer le sort des restaurants, des bars ou encore des discothèques, mais il existe plusieurs autres corps de métier fortement impactés par la crise économique. C'est le cas notamment des parcs de loisirs en intérieur qui sont pour la très grande majorité totalement à l'arrêt. Reportage à Vauglan près de Chambéry dans ce journal. Et puis une rencontre musicale avec Taiva Hunter, jeune auteur, compositeur, interprète, installé en Haute-Savoie depuis maintenant plusieurs années. Il a ouvert les portes de son studio à Haute-Frappin pour lui faire découvrir son univers. Mais avant de développer ses titres, un bimoteur a raté son atterrissage ce vendredi après-midi à l'aéroport de Métessy. Il a fini sa course sur la D908B près du magasin Botanique. 3 victimes sont à déplorer. Le pilote, âgé de 60 ans, de nationalité suisse, il a été désincarcéré de l'appareil puis transporté en état d'urgence absolue au change. Les 2 autres victimes sont un homme de 26 ans, lui aussi transporté au change en un état d'urgence relative, tout comme le deuxième passager âgé de 28 ans, lui aussi transporté donc du côté d'Annecy. À savoir qu'aucun départ de feu n'a été signalé. 25 sapeurs-pompiers et des personnels de secours de l'aéroport ont été mobilisés. Je vous disais en titre focus ce soir sur les oubliés du confinement et de la crise économique. Prenons la direction de Vauglan, près de Chambéry, pour aller à la rencontre d'Audrey Deninck, qui gère un parc de loisirs en intérieur pour enfants. Son établissement est aujourd'hui complètement à l'arrêt et l'avenir s'annonce lui plus que compliqué. Reportage. Comme bon nombre d'entrepreneurs, Audrey Deninck n'attend qu'une chose, que cette année 2020 se termine. Depuis 10 ans, son quotidien est rythmé par les enfants qu'elle accueille ici à Cabannes, ce parc de loisirs qui leur est destiné. Confinement oblige, son établissement est fermé et elle doit désormais vivre avec un silence pesant. On devrait entendre des cris, on devrait voir des enfants éclater de rire, des enfants crier, des enfants heureux. Et en fait, le parc sans les enfants, c'est triste. Alors que les autorités évoquent souvent le sort des restaurants, des bars ou encore des discothèques, l'univers des parcs de loisirs en intérieur est lui fréquemment oublié. Et pourtant, Audrey Deninck subit de plein fouet les conséquences de ces différentes fermetures administratives. Alors, on est une activité du coup d'hiver ou de mauvais temps. On a fermé au mois de mars. On avait la chance d'avoir une trésorerie de l'hiver. On a constaté que les clients avaient du mal aussi à revenir. On a eu un été aussi caniculaire, pas de pluie. Donc le chiffre d'affaires était quand même bien en baisse. Et là, on nous demande de refermer de nouveau pendant notre autre activité. Donc on a peur pour les mois qui arrivent. Pour le moment, la date du 20 janvier pourrait être synonyme d'une éventuelle réouverture, mais sans aucune garantie. En attendant, Cabannes a dû tirer un trait sur toutes ses habituelles animations de fin d'année. Les embauches ont été gelées et une partie des stocks du snack a fini à la poubelle. Et concernant la maintenance du parc, une nouvelle organisation a été mise en place, la plupart des structures étant touchées des centaines de fois par jour par les enfants. On désinfecte les surfaces un maximum de fois et effectivement au niveau des structures, on le faisait le soir. On a investi dans un appareil qui lance un virucide pour vraiment désinfecter les structures. On a enlevé les piscines à balles, les Legos, on a enlevé un petit peu tout ce qui était zone de propagation du virus possible. Mais effectivement, on a beau aérer, ventiler, on ne peut pas désinfecter ou faire appliquer aux enfants des gestes barrières dans des structures de jeu. Audrey Deninck a choisi malgré tout de garder le sourire et d'espérer une issue heureuse. Très soutenue par les parents sur les réseaux sociaux, elle a d'ores et déjà promis une grande fête de retrouvailles avec les enfants, le jour où tout cela sera possible. Les soldes de l'univers ne débuteront pas comme prévu le 6 janvier 2021, mais plutôt le 20. Alain Griset, le ministre délégué au PME, l'a annoncé ce vendredi matin au micro du Sud Radio. Je rappelle que la date du 20 janvier est celle espérée par les restaurateurs pour la réouverture de leurs établissements. Je suis à présent en liaison vidéo avec Nicolas Véjux. Bonsoir. Oui, bonjour. Alors, vous êtes lycéen et vous êtes à l'origine d'une pétition qui a été lancée en ligne pour demander l'ouverture des remontées mécaniques à Noël. Alors, on a l'habitude de voir des hommes politiques ou des professionnels monter au créneau. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, voilà, moi ça fait un moment que je fais du ski et du snowboard et je trouve que c'est bien aussi de tenter, on a les moyens avec Internet et tout, de tenter sa chance pour lancer ce genre de pétition et puis se dire que c'est pas toujours justement les politiques qui vont faire changer les choses. Votre pétition a recueilli plus de 65 000 signatures. Est-ce que vous attendiez un tel résultat ? Alors non, au début j'étais totalement surpris que ça marche aussi bien. Après voilà, ma pétition là elle commence à s'essouffler et on se rend compte quand même que même si c'est énorme, il aurait peut-être fallu, il faut encore continuer à la partager parce que il y a encore aucune réaction par rapport du gouvernement quoi.
Vous, en tant que jeune skieur, fan de sport d'hiver, j'imagine, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous avez vécu cette décision de fermer, de ne pas ouvrir en tout cas les remontées mécaniques? Ah bah je trouve ça, c'est une décision que je comprends absolument pas. J'essaye, mais pourtant c'est quand même les saisonniers, c'est beaucoup d'emplois, voilà, et on peut se dire que c'est peut-être les gens qui ont de l'argent qui vont skier et tout, mais c'est pas justement, ça sert aussi à l'économie pour toutes les catégories de personnes, et c'est vraiment une décision que je trouve assez aberrante, quoi, que j'ai du mal à comprendre. Vous l'avez dit, votre pétition commence un petit peu à s'essouffler, c'est normal. Quelle suite vous envisagez justement par rapport à cette pétition? Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Et bah, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je peux en faire concrètement, mais c'était simplement une pétition pour pouvoir faire réagir des élus et essayer de voir que le gouvernement entende qu'on est beaucoup quand même à penser que c'est quelque chose d'inacceptable et qu'on veut que ça change, quoi. Le fait de voir que le monde politique, les socioprofessionnels se mobilisent chaque jour, on l'a vu depuis le début de la semaine, notamment en station, ça va dans votre sens? Ah oui, bah bien sûr, ça me rassure. Je me dis que on est soutenu par beaucoup de monde, autant les pratiquants que ceux qui y travaillent, les saisonniers, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est rassurant de se dire qu'il y a du monde qui est, qui est à fond pour cette cause, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Dernier mot, est-ce qu'on peut encore évidemment signer votre pétition? Il y a une date limite ou comment est-ce que ça se passe? Ah non, non, bien sûr, faut continuer justement à la partager, à la promouvoir. C'est donc sur change.org. Et on peut continuer à la signer, il n'y a pas de date limite. Le but, c'est qu'elle prenne le plus d'ampleur possible pour pouvoir voilà, espérer une réaction du gouvernement. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous. Et j'ajoute qu'une grande manifestation contre cette fermeture des remontées mécaniques est prévue ce samedi 5 décembre à Chambéry. Le rendez-vous est fixé à 9h30 au Parc du Vernet. On parle musique. Il met dans ses musiques justement des sonorités polynésiennes. Né en France métropolitaine, Teiva Hunter a déménagé dès son plus jeune âge à Tahiti. Là-bas, il a appris le solfège et s'est découvert une passion, la musique. Au Savoyard depuis maintenant plusieurs années, le jeune auteur, compositeur, interprète a sorti son tout premier EP en novembre. Aude Frappin l'a rencontré chez lui dans son studio à côté d'Annecy. Reportage. Bonjour, je m'appelle Teiva Hunter, je suis auteur, compositeur, interprète, j'habite près de Annecy et mon album qui s'appelle Exilé vient de sortir. C'est un album qui parle de moi, qui parle aussi et surtout des émotions que j'ai ressenties vis-à-vis d'une histoire qui m'est arrivée soit à moi, soit à quelqu'un de proche et que j'aime. Et ça aborde des thèmes de société comme le harcèlement scolaire, le déracinement, l'expatriation, mais aussi des thèmes plus universels comme l'amour tout simplement. Dans un premier temps, il y a eu l'écriture, la composition et tout ça, ça s'est fait dans ma tête. Et ensuite, en faire une chanson, produire la chanson, c'est venir dans le studio ici et puis passer plusieurs heures, 4, 5, 8 heures d'affilée et laisser l'énergie créative faire ce qu'il faut avec la guitare, le clavier, le séquenceur. Quand il ne travaille pas dans son studio, Teiva enchaîne les rendez-vous. Souvent sur la route, sa voiture est aussi un endroit où il trouve de l'inspiration pour ses chansons. Une inspiration nourrie aussi par les souvenirs d'une enfance passée à Tahiti. C'est-à-dire que je pense à Tahiti, non pas avec de la tristesse, une grande nostalgie mélancolique, mais plutôt avec le sourire de belles années d'enfance qui m'ont apporté beaucoup et qui m'ont apporté notamment la musique. Les premiers CD que j'ai eu entre les mains, c'était des chanteurs et des chanteuses de Tahiti. Le son du ukulélé, des toélés. C'est aussi à l'occasion de balades en Haute-Savoie, son département d'adoption, qu'il puise son inspiration. À chaque fois que je me promène, que je me balade, parfois j'ai de la créativité et j'aime beaucoup la Haute-Savoie parce que on pourrait penser que c'est uniquement des montagnes, de la campagne. Et puis en fait, pas du tout, on retrouve des paysages qui sont très très différents les uns des autres. Regardez ici, on est au bord de la rivière et on se croirait sur une plage. Et c'est ça que j'aime dans cette région, elle est pleine de surprises. Comme pour beaucoup d'artistes, la crise sanitaire est venue bousculer ses projets. Mais le chanteur reste optimiste et espère que l'année 2021 lui permettra de partager son nouvel album au public. Pour patienter, son album Exilé est déjà dans les bacs.
Direction Annecy pour notre chronique du vendredi. Fanette de Buisson a rendu visite à Catherine Munier, la gérante de la librairie Imaginaire, qui nous propose 4 romans à glisser sous le sapin. On regarde. Notre chronique du vendredi nous emmène à la librairie Imaginaire à Annecy aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être avec Catherine Munier. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez fait une petite sélection à glisser éventuellement sous le sapin cette année. Alors dites-moi, on part en Espagne? On part en Espagne avec un livre savoureux de Mamen Sanchez, La gitane aux yeux bleus, qui est un roman où on va traverser toutes les étapes, le rire, le suspense. C'est l'histoire d'une succursale d'une maison d'édition anglaise en Espagne. Cette maison d'édition, qui est une maison familiale de tradition, a ouvert des succursales dans toutes les capitales européennes et ça marche partout du feu de Dieu, sauf en Espagne. Alors l'éditeur décide d'envoyer son fils, toute nouvelle recrue de cette maison d'édition, un jeune homme qui sort de ses études, pour aller licencier le personnel. Et ce personnel, ce sont 5 femmes, 5 intellectuelles très différentes, d'âges très différents, de conditions différentes. Et elles sont bien décidées à ne pas se laisser faire. Et elles ont un atout. Dans les collaboratrices, il y a une magnifique gitane, une jeune femme, une gitane aux yeux bleus, qui va leur révéler un secret. Dans sa famille, il y a des manuscrits cachés de Garcia Lorca. On sait que Garcia Lorca était un grand poète homosexuel, et chez les gitans, on ne peut pas fréquenter d'homosexuels. Donc ça va être le piège pour attirer ce jeune éditeur qui va disparaître. Et après, il va y avoir une enquête pour le retrouver. Je ne vais pas tout raconter, mais c'est un roman palpitant, très très drôle, avec une part très importante à la malice féminine. Un petit régal. Un petit régal. Régal. On traverse l'Atlantique et on part aux États-Unis. On part aux États-Unis dans un univers beaucoup plus sombre. Il s'agit de Betty, de Tiffany McDaniel, aux éditions Gallmeister. Betty est une petite fille de 8 ans, j'ai dit dans les années 1950. C'est manifestement l'histoire de la mère de l'auteur. Et Betty est une petite fille, elle a la 6e enfant d'une très grande fratrie. Et c'est une fratrie particulière puisque le père est un Indien, Cherokee, et la mère est une Américaine pure jus, une grande femme blonde, mais psychologiquement très perturbée. Et Betty est très très malheureuse parce que de toute la fratrie, elle est la seule typée. Et donc elle est la cible de toutes les railleries, les moqueries à l'école. Et son père va la consoler en lui disant qu'elle est sa petite Indienne. Il lui explique qu'elle est une Cherokee, qu'elle doit être très fière de ça. Il va l'initier à la nature, puisqu'il a un peu des dons de guérisseur. Et surtout, il va lui apprendre à écrire ses histoires. Il va lui dire, quand tu as des malheurs, quand tu as quelque chose qui ne va pas, écris-le, raconte ta vie. Et Betty va le faire. Elle va écrire des petits épisodes qu'elle va enfermer dans des bouteilles, qu'elle va enterrer. Et bien plus tard, elle redécouvrira son histoire comme ça. On passe aux auteurs français. Les auteurs français, Carole Martinez, Les Roses Fauves, aux éditions Gallimard. C'est une auteure que je suis depuis le début, que j'aime énormément. Elle écrit peu de livres, puisque c'est le 4e roman qui paraît d'elle. Mais c'est une auteure qui a toujours... Elle a un petit peu une marque de fabrique, c'est qu'elle mêle beaucoup de fantaisie et de magie dans ses récits. Et là, Les Roses Fauves racontent l'histoire d'une auteure, d'une écrivaine qui est un petit peu en panne d'inspiration et qui va décider de partir toute seule en résidence d'auteur dans un petit village de Bretagne parce qu'elle a repéré une carte postale où elle voit une femme au loin, elle imagine un destin pour cette femme. Et quand elle arrive et s'installe dans le petit village qu'elle a choisi, elle va au bureau de poste pour acheter des timbres tout bêtement. Et là, elle découvre un univers très particulier. Dans ce bureau, il y a toutes les vieilles dames du village qui sont assises et qui font les commères, qui racontent. Et puis, il y a une postière qui semble très revêche, une femme très austère. Et quand cette femme va se lever, l'auteur va découvrir qu'elle boite. Comme la femme qu'elle avait imaginée dans la carte, dans la photo qu'elle avait vue. Et elle va avoir de cesse de devenir l'amie de cette femme. Elle va à tout prix connaître sa vie. Elle va y arriver. Et là, effectivement, cette postière qui s'appelle Lola va révéler des choses. Il y a une tradition familiale, elle est d'origine espagnole. Et dans sa famille, les femmes, au moment de mourir, avaient la tradition de coudre des cœurs dans lesquels elles enfouissaient tous leurs secrets.
Et Lola, cette postière, a hérité d'une énorme armoire nuptiale qui mange toute sa chambre, dans lesquelles sont ses cœurs. Et elle ne peut pas les ouvrir. Évidemment, l'écrivaine, elle va avoir de cesse que de découvrir ses secrets parce qu'elle sent que c'est avec l'inspiration d'une histoire. C'est un roman avec de la fantaisie, du fantastique, de l'imagination. C'est très attachant. Beaucoup d'histoires de femmes. Oui, mais c'est un peu... Mais ça me va. Le petit dernier, Héritage. Héritage de Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy est un auteur vénézuélien, d'origine vénézuélienne, mais il écrit en français car il a eu la chance, le grand bonheur, d'avoir une maman diplomate qui, dans toutes les villes du monde où elle était appelée à travailler, a inscrit son fils dans les lycées français du monde entier. Donc il parle un français magnifique, avec une très belle langue, très classique. Et c'est son quatrième roman. Et là, Miguel Bonnefoy nous raconte l'histoire de sa famille. On va remonter la 4e génération, celle qui s'est installée en Amérique du Sud, au Chili. Et on va traverser 4 générations jusqu'à l'histoire du père de Miguel Bonnefoy, qui est un écrivain chilien qui a été torturé sous Pinochet, puisqu'il c'était un homme d'extrême gauche. Et il a retrouvé ses carnets. Et là, on a peut-être l'Amérique du Sud plus politique et plus dure. Parce que Miguel Bonnefoy, l'art aussi de mélanger le réalisme magique de l'écriture sud-américaine à un récit palpitant et très attachant. Et ben voilà, 4 idées à glisser sous le sapin. Et la bonne nouvelle, c'est depuis quelques jours, on peut venir vous rencontrer pour les acheter ou avoir d'autres idées. D'autres idées et pour pouvoir feuilleter les livres, parce que c'est comme ça qu'on choisit un livre, c'est quand il y a une petite phrase qui nous dit « Tiens, je suis pour toi, exactement, prends-moi ». Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis, merci. Merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique dans le JT, à bientôt. On va parler du Téléthon 2020 avec mon prochain invité, une édition forcément particulière cette année, marquée par le contexte sanitaire, mais fort heureusement, certains événements caritatifs ont bel et bien lieu. Pour en discuter, je suis en liaison vidéo avec Aurélien Hébrard, sapeur-pompier à Alby-sur-Chéran. La caserne d'Alby-sur-Chéran se mobilise pour ce Téléthon 2020. Expliquez-nous de quelle manière. Bonjour à tous, bonsoir à tous, merci de me recevoir. Eh bien, cette année, alors c'est la première édition que nous faisons ça. Cette année, on a décidé de se lancer un défi, c'est un relais de rameurs pendant 24 heures pour collecter des dons. Comment est-ce que ça va se passer très concrètement ? Alors très concrètement, on est 80 pompiers mobilisés. On a réussi quand même à convoquer 80 pompiers, alors tout en respectant les règles sanitaires. Mais ça va être un relais à coup de 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes en fonction des catégories des gens. Pour ramer le maximum de kilomètres possible et chaque kilomètre sera valorisé en euros. Alors à la base c'était via des sponsors, via des entreprises sponsors. Malheureusement, au vu du contexte financier, économique, on n'a pas pu trouver d'entreprise de sponsors. Donc ce sera valorisé via des particuliers, via vous, via moi, via tout le monde. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de trouver une activité conciliable avec les règles sanitaires. C'est pour ça que le rameur, ça s'est bien prêté. Effectivement, quand on a décidé de faire ce téléthon, ce défi, on avait encore la réglementation des 1 km maximum. Donc le rameur étant statique, il se prêtait bien au défi. Ouais. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Tous les dons sont évidemment reversés à FM Téléthon. Effectivement, alors actuellement, on a lancé donc une cagnotte en ligne sur le site du Téléthon. On est à 150 € et bien évidemment, tous les dons sont reversés à la FM Téléthon. Par rapport aux règles sanitaires que vous avez précisées, comment est-ce que ça va se passer ? Alors, nous, on a des règles sanitaires en vigueur propres à la caserne. Il n'y a pas plus de 10 personnes. Bien sûr, les 10 personnes qui seront là seront masquées, des gestes barrières seront respectés. Ceux qui seront sur les rameurs, il y aura 3 rameurs avec des distanciations de sécurité. Il y aura 3 rameurs. Les participants sur les rameurs ne seront pas masqués. Mais voilà, il n'y aura pas de public, il n'y aura pas de presse. Ce sera vraiment intimiste cette année. C'est la première fois qu'on lance ça, donc on fait, on va dire, petit, et puis on espère que les éditions prochaines, déjà on espère que l'actualité sanitaire sera beaucoup mieux les années prochaines. Donc voilà, on lance d'abord une édition comme ça, un peu intimiste, en espérant que les années prochaines soient meilleures. Merci beaucoup, bravo en tout cas pour ce que vous faites, Aurélien Hébrard. C'est gentil à vous, merci beaucoup. Et je rappelle que le Téléthon, c'est tout ce week-end pour vos dons, un seul numéro, le 36-37. Une dernière information avant de se quitter, les chutes de neige qui ont débuté ce vendredi matin en Haute-Savoie vont se poursuivre une bonne partie de la nuit, près du Mont-Blanc notamment, avec 15 à 30 cm prévus en altitude. La plus grande vigilance est donc demandée aux automobilistes et aux pratiquants d'activités de montagne.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Après la météo de Thierry Paume, vous retrouverez Victoria Lopez accompagnée de François Pirot pour un nouveau numéro dans Tête à Tête. Invité cette semaine, l'auteur de BD et dessinateur Félix Menet, papa de Fanfouet, le célèbre grand-père savoyard qui nous a ouvert les portes de son atelier du côté de Bellevaux. La semaine prochaine, c'est Fanette de Buisson qui présentera le journal. Passez un très bon week-end. Passez surtout, prenez soin de vous.